Rebond du pétrole. Pour autant, on va parler des matières premières avec Benjamin Louvet qu'on retrouve du côté de Prime Finance, associé gérant. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Bon, le pétrole qui reste évidemment un sujet toujours à la une de l'actualité pour les marchés. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de rebond du pétrole là. Enfin, le rallye est généralisé sur les actions, mais sur les matières premières, est-ce que c'est un peu différent? Alors, il y a quand même eu un rebond ces quelques jours, parce que fin août, on était à moins de $40 sur le baril de brut léger américain, le WTI, on est remonté quand même autour de 45 là. Oui, j'allais dire, Grégoire, le pétrole avait pris un peu d'avance. On a pris 28% en 3 séances sur le pétrole quand même, oui. Il y a quelques jours. Donc il y a quand même un moment où les choses doivent redevenir raisonnables, surtout qu'on a un certain nombre de fondamentaux qui restent quand même assez compliqués pour ce marché. Des fondamentaux d'abord saisonniers. On a eu déjà l'occasion d'évoquer ça, mais on arrive en fin de la période de ce qu'on appelle la driving season aux États-Unis, le moment où la majorité des Américains prennent leurs vacances, donc beaucoup d'augmentation de la consommation de carburant, des raffineries qui tournent à plein pour transformer du pétrole. Et puis, quand on arrive à la fin de cette période, les raffineries font des opérations de maintenance avant d'attaquer la saison hivernale, où il va falloir essayer d'adapter un petit peu l'outil de production pour développer la production de fuel domestique. Et donc, pendant quelques semaines, on a une baisse de la consommation de pétrole de la part des raffineries d'environ 1 million à 1,5 million de barils par jour, qui vont venir se rajouter à ce surplus de production qu'on a déjà depuis quelques mois, et donc potentiellement là encore peser sur le cours du pétrole pour les jours à venir. Et puis il y a un autre élément aussi qui pèse sur le cours du pétrole, vous en parliez à l'instant avec Christophe Donnet, c'est la décision de la Réserve fédérale la semaine prochaine. Alors je ne suis pas économiste, je ne sais pas ce qu'ils décideront, mais j'ai quand même l'espoir qu'ils entendent les appels répétés du FMI d'une part, et puis encore aujourd'hui de la Banque mondiale, à reporter la hausse des taux et à rester effectivement, comme le disait Christophe, amical avec les marchés financiers. Autre élément sur le pétrole dont on a déjà discuté avec vous. Donc vous dites là, attention quand même à court terme, le rebond, voilà, c'est pas dit que ce soit mis à profit pour justement peut-être prendre quelques profits, Benjamin. Mais il y a les rendez-vous d'octobre, on en a déjà parlé, toutes les renégociations entre les banques et les compagnies de production de gaz de schiste aux États-Unis. Donc ça se fait 2 fois par an, et là on va réviser bien ce qu'on appelle la base de prêt, enfin la manière dont on prête de l'argent à ces entreprises pétrolières. Évidemment, plus vous avez de barils ou de production potentielle, plus on vous prête de l'argent. Donc il va falloir réviser ça à l'aune de la chute des prix du pétrole. Tout à fait, Grégoire. Alors, la première chose, effectivement, c'est que l'arrivée de ce mois d'octobre, d'abord sur le rebond du prix du pétrole. Effectivement, il a rebondi assez violemment. Et si on regarde les raisons, on avait des positions des spéculateurs qui étaient très vendeurs, qui jouaient beaucoup la baisse du prix du pétrole, et on a eu une réduction des positions assez massive de ces spéculateurs, qui explique la violence du rebond qu'on a pu connaître. Ensuite, si on regarde effectivement cette problématique des renégociations, qui là aussi nous inquiète et nous fait penser que dans un premier temps, en tout cas, le prix du pétrole pourrait rester bas, il faut avoir les chiffres en tête. Ces renégociations ont lieu, vous l'avez dit, 2 fois par an, en avril et en octobre. En avril dernier, le prix sur un an, le prix moyen du pétrole sur un an aux États-Unis, c'était $80 le baril. On était encore à $80 le baril. En octobre de l'année dernière, on était encore à $100 le baril. Là, à l'heure où je vous parle, si on regarde sur une année, le prix moyen du baril de pétrole sur l'année passée, c'est moins de $60 le baril. Ça veut dire qu'on va, en un an, avoir perdu 40% de la valeur du prix de référence de l'actif qui définit ces sociétés pétrolières. Donc forcément, si le pétrole vaut quasiment moitié moins cher, vous pouvez aller en chercher moins, parce que le pétrole le plus cher ne pourra pas être récupéré de façon profitable. Donc ce qu'essayent de dire les compagnies de schiste aux États-Unis, c'est qu'elles ont fait beaucoup d'efforts sur la productivité, avec des gros gains de productivité. Les chiffres qu'on met en avant, c'est 40% de gains de production moyen par puits au dernier. Oui, simplement on fait 2 fois moins de puits que l'année dernière. Donc vous produisez plus parce que vous vous concentrez sur les puits les plus rentables. Donc ça, est-ce que c'est durable? Et puis
le problème, c'est que les lignes de crédit vont être calculées sur la base d'un prix à $60. Et là, vous avez beaucoup de sociétés aujourd'hui. Je rappelle que la plupart des sociétés de pétrole de schiste ont des emprunts qui dépassent leur cash flow. Donc son cash flow négatif, il n'y a que quelques sociétés qui arrivent à être cash flow positifs. Et pour dire les choses dans le domaine des pétroles de schiste. Benjamin, ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est d'ailleurs l'objet d'une note de Citi aujourd'hui, les banques et les marchés obligataires, qui prêtent aussi de l'argent à ces entreprises, là vont avoir droit de vie ou de mort sur ces compagnies. En tout cas, décider qui est suffisamment solide pour continuer à rester en activité, et ceux qui doivent sortir du paysage, quoi. Oui, c'est même plus flagrant que ça. C'est pas le droit de vie ou de mort, c'est le droit de mort essentiellement, parce que effectivement vous allez avoir un certain nombre de ces sociétés qui vont tout bonnement et simplement se voir couper leur ligne de crédit. Il y en a déjà eu depuis le début de l'année. Il y a eu à peu près 9 défauts, je crois, dans le domaine pétrolier depuis le début de l'année. Ça représente 30% du total des défauts aux États-Unis. Donc on est déjà dans cette logique-là. Simplement cette logique va s'accélérer, et je pense que là il faut avoir en tête une chose, c'est que les États-Unis, l'administration américaine prévoit une baisse progressive de la production américaine de pétrole de schiste et une remontée des cours à partir de mi-2016. Nous, chez Prime Finance, on est plus pessimiste que ça. Il faut savoir que les organismes de ce type, comme l'Agence américaine à l'énergie ou autres, sont des très mauvais prévisionnistes. Si on regarde en avril l'année dernière, je rappelle que l'Agence américaine à l'énergie exhortait l'OPEP à augmenter sa production parce qu'on allait manquer de pétrole en avril 2014. En septembre, on commençait une baisse très importante. Donc nous, on pense qu'une fois que le mouvement va s'enclencher, ça va être beaucoup plus rapide que ça. Juste un dernier chiffre, Grégoire, qui résume tout. Sur les prochaines années, le secteur des pétroles de schiste a besoin de refinancer 500 milliards de dollars. 70 dès cette année, un peu plus de 80 l'année prochaine, sur pas seulement les pétroles de schiste, mais le secteur pétrolier au niveau international. Donc des énormes besoins de financement. Si en plus on se retrouve avec des taux d'intérêt qui remontent aux États-Unis, ça va devenir très dur. Ça peut être une situation compliquée, et puis on connaît les effets de contagion, de contagion financière, donc évidemment sujet à surveiller, et on suit ça avec vous, entre autres. Benjamin, merci d'avoir été avec nous en duplex vidéo depuis Prime Finance.